Hello! Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai passé d'agréables vacances, d'excellentes vacances. Allez, soyons fous. Disons-le, excellentes. Bon, hop, 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 rassurez-vous, je ne fais que passer, hein. Avec aujourd'hui une biographie. Alors, je ne suis pas grand lecteur de biographie. Manque d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est comme ça. Toujours est-il qu'à la radio, j'avais entendu un débat sur Georges Clémenceau. Je m'étais rendu compte que je connaissais pas grand-chose sur ce bonhomme qui est quand même une des grandes figures de l'histoire, de notre histoire de France. Et je m'étais surtout rendu compte que le personnage était difficile à cerner tant il y avait de facettes et de bouts par lesquels l'approcher. Je vous donne tout de suite un tout petit aperçu de la quatrième de couverture. Ça va tout de suite, vous allez tout de suite savoir pourquoi le bonhomme est pas simple à cibler et pourquoi tout le monde le connaît, mais sous des angles peut-être différents. Georges Clémenceau fut l'homme aux 4 visages. Beaucoup. Le tigre, qui fait tomber les ministères, le Dreyfusard, qui mène pendant 9 ans le combat du droit et de la justice, le premier flic de France, qui durant 3 ans dirige d'une main de fer le ministère de l'Intérieur, enfin, le père La Victoire, qui conduit le pays à l'armistice avec l'Allemagne. J'ai l'impression que ce garçon a une vie bien, bien remplie. Je vous présente donc ce livre, Michel Winnock, Clémenceau, paru aux éditions Perrin dans la collection Tempus. Voilà, c'est paru en 2007. Moi, j'ai une réédition de 2014. Très bien, format poche, pas cher, super bien. Bouquin, il y a de quoi lire. Alors, quand je dis il y a de quoi lire, ça se dévore, en fait. Parce que, en plus d'avoir, je dirais, un discours très, très équilibré, d'avoir un discours fort documenté, euh, Monsieur Michel Winnock a une très belle plume. C'est très, très bien écrit. Quand c'est bien écrit comme ça se dévore, mais à toute pompe, et c'est pas du tout fatigant. C'est vivant, il y a de tout, des articles, des discours, il y a vraiment de tout, c'est absolument, absolument parfait. Ça donnerait presque envie de lire d'autres biographies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bon, je dis ça. J'ai eu du mal à choisir un extrait, en fait. J'ouvrais au hasard et à chaque fois, je me retrouvais à lire pendant un quart d'heure, me dire, non, tu ne peux pas lire un quart d'heure. Je suis finalement tombé sur un extrait assez plutôt au début du bouquin. Historiquement, ça se situe après la Commune, après donc 1870-71. Et j'ai retenu cet extrait parce que la politique à l'époque, c'était un peu plus tendu que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, de temps en temps, on a de l'invective. Voilà. À l'époque, quand ils n'étaient pas d'accord et qu'ils commençaient à s'échanger des noms d'oiseaux, ils finissaient par échanger des coups d'épée ou des coups de pistolet. Voilà. C'est un petit peu ce qui est relaté dans cet extrait que je m'empresse de vous lire. Lors de cette première séance, le Conseil élit Vautrin comme président par 69 voix sur 70 votants. Celle qui lui manque se porte sur le nom de Clémenceau. On ne saura pas de qui elle vient. Vautrin, dans son discours de remerciement, dit avec sobriété l'immense tâche qui attend le Conseil. Ruines à réparer, liquidation de la dette de la ville, redressement de Paris mutilé. Mais qu'on se le dise, on n'abordera pas dans son enceinte les questions politiques réservées à l'Assemblée nationale. Clémenceau jouera le jeu. Conseiller municipal élu en 1871, réélu en 1874, il se consacrera à des œuvres sociales. Pour l'heure, il demande un congé pour rejoindre sa femme, qui l'emmène en vacances au Pouliguen, près de la Baule. Il ne revient prendre sa place au conseil que le 15 novembre. Quelques jours plus tard, il entame une nouvelle carrière, bien conforme à son tempérament impétueux, celle de duelliste redouté. Il n'est pas le seul en cette fin de siècle à mettre son point d'honneur à effacer l'insulte, l'épée ou le pistolet au poing. Il faut reconnaître qu'il a beaucoup aimé cela. Le 20 novembre, il est appelé comme témoin par le troisième conseil de guerre qui juge à Versailles les assassins des généraux Lecomte et Clément Thomas en même temps que le commandant de Poussargues qui se trouvait sous les ordres du général Lecomte. Or, les témoignages de l'ancien maire de Montmartre et du commandant divergent sur l'heure à laquelle le rappel a été battu à Montmartre dans la matinée du 18 mars. La discussion s'envenime entre les deux hommes. Le militaire met Clémenceau au rang des témoins menteurs. Tous les deux finissent par s'échanger leurs cartes.
Le temps fera le récit de cet épisode le 5 octobre 1872, au moment où Clémenceau, et lui seul, devra comparaître devant la 7e chambre correctionnelle près d'un an plus tard. Les témoins choisis par les deux adversaires réglèrent les conditions du combat. Ils furent d'avis que M. de Poussargues était le provocateur. Ils laissèrent, en conséquence, le choix des armes à M. Clémenceau. La rencontre eut lieu au pistolet dans le bois de Verrières. M. de Poussargues fut blessé à la jambe. La balle n'a encore pu être extraite. M. de Poussargues n'est pas compris dans la poursuite, malgré la jurisprudence appliquée depuis plusieurs mois, qui considère comme coupable d'infraction à la loi le blessé aussi bien que l'auteur des blessures. Aucun des témoins du duel n'est poursuivi. M. de Poussargues n'a même pas été cité. On se borne à lire sa déposition. Il avait été convenu, dit-il, que nous échangerions 2 balles, à moins que l'un de nous ne fût blessé à la première balle, auquel cas le combat cesserait. Nous échangeâmes la première balle presque en même temps. Celle de M. Clémenceau m'atteignit à la jambe, la mienne ne l'atteignit pas. Des témoins se pressèrent autour de moi. Le docteur Clémenceau, lui-même, vint avec eux, me tendit la main et m'offrit sa voiture. Je le remerciai des sympathies qu'il m'exprimait, mais je lui dis que je ne lui donnerais pas la main et qu'ayant amené une voiture, je n'acceptais pas la sienne parce qu'elle m'était inutile. Je me fais un devoir de reconnaître que l'attitude du docteur Clémenceau sur le terrain et après les suites du combat a été parfaitement convenable. Je fus transporté à l'hôpital de l'école militaire de Versailles et après 15 jours, j'ai pu me mettre sur pied. Finalement, tout conseiller municipal qu'il est, Clémenceau écope de 15 jours de prison sans sursis et de 25 francs d'amende. Ces frasques de sous-lieutenant ne l'empêchent pas d'entrer de plein pied dans les travaux du Conseil, où il prend très au sérieux sa mission d'édile et se révèle attentif à tous les aspects de la vie quotidienne des Parisiens, etc., etc., etc. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres bouquins sur Clémenceau, pourquoi pas aussi, moi je suis tout à fait à l'écoute. Si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Si on est proche, je peux même vous le prêter. Soyons fous. Oui, absolument. Si vous aviez écouté ma première proposition de livre sur Michel Barbery, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si ça vous a plu. Voilà. Pour l'heure, je vous laisse. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à la prochaine fois.